Philippe Bertha est avec nous, bonjour. Bonjour à vous. Député MoDem du Gard, docteur en biochimie, professeur de génétique moléculaire à l'université de Nîmes, ancien chercheur au CNRS, et si je vais même au bout de votre CV, co-découvreur du gène de la masculinité, qui fait que nous sommes ici entre garçons et que nous ne sommes pas filles. D'accord. Voilà. C'est vous qui avez découvert ce gène? J'ai participé, effectivement, on était 3 en Angleterre à l'époque, à la découverte de ce gène que tous les gamins de nos lycées apprennent, qui s'appelle le gène SRY. En 1990. Oui, merci à vous d'être là. Alors on ne va pas parler tout de suite de génétique, mais plutôt de politique. Et même si, évidemment, la situation sanitaire est prédominante dans les décisions qui vont être prises dans les prochains jours et dans les prochaines heures, vous comprenez que le gouvernement n'arrive pas à se résoudre à rouvrir les stations de ski? Je vais me permettre juste un petit liminaire, parce que je ne peux pas oublier qu'aujourd'hui nous allons rendre hommage à Marielle de Sarnez à l'Assemblée, donc je voulais juste avoir cette petite pensée. Lieu hier. Absolument. En fait, moi je ne connais pas les études sur lesquelles sont basées ces décisions d'ouverture, de fermeture, vous l'imaginez bien. J'observe quand même maintenant aujourd'hui qu'il y a une espèce d'accord assez général à l'échelle européenne pour qu'il en soit ainsi. On est capable de comprendre toutes les difficultés que ça entraîne, bien sûr qu'on les comprend et qu'on les partage. Mais moi, le biologiste que je suis, c'est qu'on est dans une course contre la montre, qu'on a affaire face à nous à ce que, et je vais me permettre une trivialité, mais c'est la trivialité qui a été utilisée par tous les grands scientifiques spécialistes de d'immunologie et d'infectiologie que j'ai pu auditionner depuis le début de la pandémie, c'est le terme de saloperie. Et moi, ils m'ont dit... Vous savez, Philippe, c'est une saloperie. On ne le maîtrise pas, ce virus, on ne le comprend pas, on a encore beaucoup de travail à faire dessus, on le voit changer, on le voit évoluer. Donc aujourd'hui, je crois que la seule priorité, elle est là. La seule priorité, c'est qu'on le voit muter des milliers de fois. Moi, j'ai l'angoisse, et je sais que cette angoisse est partagée, d'une mutation, cette fois-ci, qui n'affecte pas que la propagation, mais qui puisse affecter, cette fois-ci, la mortalité. Et donc, on a vraiment à tenir le coup collectivement... Allez, 3-4 mois, il faut gagner en immunité, j'espère que dès que ça sera possible, au niveau en tout cas des doses vaccinales, moi j'ai pas de sentiment, il faut vacciner jour et nuit, 7 jours sur 7, il faut y aller. Donc pour l'instant, réduisons la propagation. Mais pour ce qui concerne les secteurs qui sont fermés, stations de ski, monde culturel, restauration, vous disiez je ne connais pas les études dont dispose le gouvernement. Enfin, sans être cynique, il n'y a pas d'études. Enfin, c'est pas le sujet. Le problème n'est pas les études. C'est un problème politique. Et c'est même un problème de responsabilité politique. C'est un problème de responsabilité politique, ça je sais l'entendre. La responsabilité politique aujourd'hui, elle a pour objet de réduire la circulation des individus par tous les moyens et de maintenir cette circulation. Alors je sais que le terme ne plaît pas beaucoup, mais je vais quand même le reprendre, là où elle est vraiment essentielle. Voilà. Et très sincèrement, tout fanatique que je sois des sports d'hiver, et depuis tout petit, je ne pense pas que les remontées de ski soient aujourd'hui quelque chose d'essentiel. Et c'est un mauvais débat. Notre débat doit juste nous focaliser sur les mesures, effectivement, que nous devons prendre les uns les autres pour nous protéger. Et puis la vaccination, le reste, pour moi, c'est du non-discours. Je suis désolé en tant que scientifique. Restez avec nous, bien sûr. On va évoquer maintenant l'autre grande actualité de cette journée. C'est cette annonce que les salariés de Sanofi redoutaient, la suppression d'emplois en France, qui correspond d'ailleurs à la stratégie mise en place par le nouveau patron du groupe, Paul Hudson. C'est un plan de départ volontaire pour le premier départ en deuxième partie de 2021. À Strasbourg, d'ailleurs, le site Sanofi pourrait entièrement disparaître. Aurore Villemur. Ce sont des centaines d'emplois en France qui sont menacés, 400 au total dans le pôle recherche et développement de Sanofi. Des suppressions d'emplois qui n'impacteront pas la recherche sur le vaccin contre le Covid-19, assure la direction. Mais pour les salariés, c'est l'incompréhension. C'est juste pas possible, quoi. On ne comprend pas. Les gens sont dans un état vraiment déplorable, mais puisqu'on ne sait pas ce qui va nous arriver. Cette mesure, qui avait été annoncée en juin dernier par le patron du groupe, prévoit la suppression de 1700 emplois en Europe. À Strasbourg, ce site de Sanofi pourrait voir ses portes se fermer. Les salariés qui le souhaitent seraient transférés à Vitry-sur-Seine. Inimaginable pour cette technicienne chimiste. Ma famille est implantée ici, je ne vais pas tout quitter pour Sanofi, voilà. Donc ça va s'arrêter là. On est passionné par notre boulot, on a donné énormément pour cette entreprise et voilà les remerciements. De son côté, la direction de Sanofi assure que des mesures d'accompagnement seront prises pour chaque salarié.
Sanofi a en effet engagé un dialogue et une écoute approfondie des suggestions des partenaires sociaux, afin de définir les dispositifs d'accompagnement social les plus adaptés aux problématiques d'emploi de chacun des collaborateurs. Les négociations devraient débuter à la fin du mois. Philippe Berta, quel fiasco. Non seulement Sanofi perd la course au vaccin, mais annonce ces centaines de suppressions de postes. Alors, je n'ai pas à juger de la stratégie et de la situation de Sanofi que je ne connais pas. Moi, par contre, j'aimerais la remettre dans un cadre plus général. C'est pas nouveau, hein. Sanofi, je suis de la région de Montpellier. Oui. Le site de Montpellier, qui était le premier site de recherche de Sanofi Monde, a vécu déjà la même chose il y a un certain nombre d'années. Il a été converti pour partie en un site de développement. Et pour l'autre partie, on a un campus qui accueille des startups en biotechnologie santé. Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, ce que fait Sanofi, c'est, il faut l'observer, ce que font tous les grands groupes pharmaceutiques, les GSK, les AstraZeneca, les Pfizer, font tous la même chose. Quelle est l'idée ? L'idée, c'est que nous sommes dans un domaine que je connais un petit peu, qui s'appelle la biologie santé, qui va à une vitesse incroyable. C'est-à-dire que tout ce qui fait aujourd'hui le savoir, l'utilisation du savoir, les produits de demain, ça a moins de 10 ans. Regardez le prix Nobel de chimie de 2020, regardez qu'est-ce qui se passe autour du fameux microbiote, ce qui se passe autour de l'épigénétique, qu'est-ce qui se passe autour des vaccins ARN. On est dans une course folle où ça va très très vite et aujourd'hui, tous ces grands groupes, dans ce secteur, mais aussi dans d'autres secteurs, ont fait le choix de ce qu'on appelle l'innovation ouverte. C'est quoi l'innovation ouverte ? C'est je prends un site internet, je pose ma question, je recherche cela, je recherche ce type de molécule, je recherche à lever ce verrou technologique. Et ils savent très bien, pertinemment, qu'en quelques jours, ils vont avoir, une dizaine de réponses. À eux de les valider. Si la réponse est bonne, qu'est-ce qu'ils font tous ? Qu'est-ce qu'a fait Pfizer ? Vous êtes en train de dire qu'il faut moins de monde, tout simplement ? Non, c'est pas les mêmes personnes et c'est pas les mêmes endroits. C'est-à-dire que la partie recherche, aujourd'hui, elle se fait dans des startups, elle se fait dans des petites PME qui éventuellement peuvent devenir un jour des ETI, mais pas au-delà. Qui vont être sous-traités par des grands Qui groupes. vont donc rassembler les cerveaux les plus frais, les plus innovants, qui viennent du MIT, qui viennent de Pasteur, qui viennent de l'INSERM, du CNRS, où vous voulez, qui vont créer leur boîte. Et quand la boîte est mature, il y a deux solutions. Soit, évidemment, ils vantent le brevet d'une de leurs molécules. C'est ce qu'on a vu faire. C'est ça qui est aujourd'hui la victoire de Pfizer par rapport à Sanofi, qui a démarré cette stratégie beaucoup plus tard sur les vaccins ARN avec une biotech américaine. Un petit mot juste pour préciser. Alors, il y a bien sûr, symboliquement, le moment est très difficile dans la mesure où, de façon concomitante, on a non seulement le retard de Sanofi et aussi ce plan de départ. Il faut juste préciser d'un mot que le département vaccin de Sanofi n'est pas concerné par le plan de départ. Il s'agit bien je suis pas expert de ces entreprises-là, vous connaissez ça mieux que moi, monsieur le député, mais je crois que c'est le versant chimie et que par ailleurs Sanofi s'est engagé à investir des centaines de millions d'euros dans la recherche et développement sur les vaccins. Mais il n'empêche, la vraie difficulté, bien sûr que c'en est une, ce plan de départ, c'est le retard de Sanofi sur ces vaccins. Parce que pour parler de façon un petit peu schématique, parmi les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, la France est le seul pays aujourd'hui à ne pas avoir encore son propre vaccin national. On peut s'interroger sur les vaccins russes et sur les vaccins chinois. Mais la réalité est celle-là. Comment est-ce qu'on peut expliquer ? Moi, je ne suis pas expert, j'ai pu lire, j'ai pu interroger certains. Il y a sans doute un problème d'investissement dans ces questions-là. Il y a parfois aussi une question de chance, tout simplement. Il peut avoir des intuitions qui ont été celles de BioNTech, qui ont été celles de Moderna. Il y a peut-être des choix industriels et stratégiques de Sanofi qui, par exemple, a préféré se concentrer sur des médicaments qui étaient les plus rentables, peut-être en abandonnant pas en abandonnant, mais en tout cas en privilégiant ces choix-là. Peut-être aussi existe-t-il en France un certain nombre de freins en termes d'administration, de freins institutionnels qui ont peut-être rendu moins intéressant la recherche concernant ces vaccins. Mais c'est vrai que politiquement, c'est difficile. Vous savez, en France, on parle parfois des difficultés économiques, des difficultés dans l'administration, mais la santé est en quelque sorte le joyau de notre pays. On considère qu'on a le meilleur système de santé au monde, qu'on a les meilleurs laboratoires au monde. Et donc c'est vrai que ça touche un petit peu aussi à une question quasiment de fierté nationale. Et c'est pour ça que ce vaccin Sanofi sera bien sûr très attendu, mais ce sera à la fin de l'année. Plusieurs commentaires déjà sur la partie vaccinale. Au bout du bout, il y aura que des vainqueurs sur les vaccins. Il y a actuellement clairement Pfizer et Moderna, j'entends bien, peut-être le 29 janvier AstraZeneca. Pourquoi ? Parce que il faut vacciner 7 milliards d'individus.
C'est ça le challenge auquel on a à faire face, qui est une première dans l'histoire de l'humanité. Donc à la fin, tous les vaccins seront les bienvenus, vous pouvez me croire. Je reprends votre propos parce que vos propos sont justes. Sanofi a probablement retardé à considérer qu'aujourd'hui, la majorité des médicaments ne sont plus de la chimie, mais ce sont de la biologie. Ces médicaments, ça s'appelle bien sûr des vaccins, mais des vaccins aussi contre le cancer. Ça s'appelle des anticorps, ça s'appelle des peptides, ça s'appelle de l'ADN, ça s'appelle des cellules. Et donc, c'est ce qu'on appelle des biothérapies. Et qu'il faut changer complètement le paradigme, complètement même la nature de la recherche. Et j'observe effectivement que, moi je les attendais au tournant, parce que je suis à l'Assemblée président du groupe d'études sur les maladies rares, 3 millions de gamins, 7000 pathologies, et j'avais vu un Sanofi déserter les thérapies géniques, et déserter ce champ-là, qui est vraiment le champ d'avenir, qui va concerner, outre les maladies génétiques, demain, le cancer, Alzheimer, etc. Et j'observe, et pour moi c'est la seule bonne nouvelle que je vois, c'est qu'ici, ils s'y concentrent désormais. Ils remettent le paquet là-dessus, avec beaucoup de retard, là encore. Donc ils sont dans un changement stratégique complet, qui se fait avec retard, au profit du bio, et bien sûr, aux dépens de la chimie, qui est aujourd'hui l'outil d'hier et d'aujourd'hui.